Et regarde bien autour de toi, les gens qui gagnent de l'argent en France, c'est des gens qui trichent. C'est un ami qui m'appelle, qui me dit « Hakim, il y a Quick à vendre, c'est pour toi ». Mais moi, dans ma tête, je me serais jamais dit « Je peux acheter une affaire à 230 millions ». Tiens, achète ma formation 4000 €, tu vas jouer au foot comme Mbappé. Ben non. Le business, c'est se prendre des coups tous les jours. Ça n'existe pas, tu deviens un multimillionnaire en lisant une formation de 10 pages. Les jeunes issus de l'immigration, malheureusement maghrébine et africaine, ont intérêt à bien se tenir parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on va se faire recaler même de nos propres pays d'origine. C'est les bons qui payent pour les mauvais. C'est le contrôle fiscal. C'est la bête noire des entrepreneurs en France. On dit il y a un contrôleur fiscal derrière chaque individu. Le contrôle fiscal, j'en ai eu 50. Il y avait des voitures de police qui étaient garées devant mon magasin tous les jours. J'avais 20 ans, je comprenais pas. Il y avait 3 contrôleurs fiscaux à ma table. Des jeunes qui sortaient d'études. Ils savaient pas que j'étais dans les affaires. Dis-nous, notre rôle, c'est d'aller prendre de l'argent aux riches. Quels sont les déclencheurs d'un contrôle fiscal? Ce qui déclenche un contrôle fiscal, c'est souvent... Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne YouTube, de nouveau avec Hakim. Comment tu vas, Hakim? Salut, ça oui, va? c'est toi, ça va? La forme? Toujours heureux d'être à Marrakech à nouveau. Welcome back. Yes. Alors, on est bien ici. on est bien? Dès qu'on atterrit, le bonheur revient. Ouais. Hein? T'as vu là, en plus, la période, elle est meilleure que la dernière fois. Ouais. Il fait bon. Il fait bon, le matin frais, le soir aussi, non, c'est très bien. Et je sais pas si t'as remarqué, t'as tous les bons touristes qui sont là aujourd'hui. Oui, bon, t'as une clientèle, on va dire, un peu plus ce qu'on recherche, quoi. C'est plus calme, on reconnaît le Marrakech avec son authenticité. Hein. Les amis, petite info avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre la liste d'attente pour faire partie du club d'investisseurs de Hakim. De nombreux avantages, outre que les investissements y seront révélés à l'ouverture. Des vidéos avec Hakim sur les sujets que vous avez demandé arrivent aussi et n'hésitez pas à nous dire quels invités voulez-vous voir à nos côtés. On les invitera. Bon visionnage à vous. C'est vrai que cet été, il y a eu pas mal de soucis, j'ai vu là dans les infos. Trop de problèmes. Vraiment. Ouais. Ils ont fait... C'est là que tu réfléchis, tu te dis, mais il est où en fait, le problème, il est dans nos cités, en vrai. Bah oui, le problème, moi j'ai toujours dit, le racisme en France, il s'est nourri de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je dirais que les jeunes issus de l'immigration, malheureusement maghrébine et africaine, ont intérêt à bien se tenir parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on va se faire recaler même de nos propres pays d'origine. Et comme aujourd'hui, il y a des problèmes à Dubaï, des problèmes en Thaïlande, etc. Mais parce que c'est pas à l'État d'éduquer les gens, c'est à leurs parents. Ouais. Non, moi j'ai été choqué, tu vois. J'ai quitté en partie la France par rapport à déni de faciès, les amalgames, etc. J'arrive ici au Maroc, déni de faciès encore une fois. Je roule en voiture, je me fais arrêter, vraiment, toutes les heures, je me fais arrêter en voiture à Marrakech. Pourquoi? Parce que j'ai la tête d'un éméreux qui a fait des conneries, quoi. Tu vois. C'est pour ça que je t'avais dit la fois dernière dans un podcast, c'est les bons qui payent pour les mauvais, et pas qu'en France. Et tu sais, l'époque de nos parents, il n'y avait pas de racisme comme aujourd'hui. C'est le comportement des enfants de l'immigration qui ont poussé le français lambda à devenir raciste. C'est pour ça que tu ne peux pas en vouloir au français lambda. Il y a un moment, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et c'est ce que je te disais, le laxisme de la justice qui fait ça. Tu vois ? Tu as moins ce problème-là à Dubaï, tu l'as un peu en Thaïlande, parce qu'à Dubaï, ils ont compris qu'il y a certaines personnes avec qui il faut être sévère. Tu vois ? Faut agir différemment, tout simplement. À Dubaï, déjà tu fais un fuck sur la route à quelqu'un, t'es enregistré ou bien un témoin t'a vu, tu peux aller en prison juste pour un fuck. Donc déjà, tu vois, ils font le filtre direct. Bien sûr. Et en plus de ça, je pense que toutes les personnes qui vivent en France et qui veulent essayer Dubaï, c'est quand même un pays où il faut être solide, il faut avoir les reins solides. Donc ils ne durent pas longtemps. Les gens qui ont ce comportement-là, ils ne durent pas longtemps dans ces pays. Oui, exactement, ils ne durent pas longtemps. Mais aujourd'hui, tu sais, ceux qui ont de plus en plus les reins solides, malheureusement, c'est cette clientèle-là. Franchement, c'est d'ailleurs, ils ont resserré bien les vis. Ouais. Il y a plein de contrôles. Ce matin, alors on parle, mais vraiment ce matin, je passais à côté d'un je sais pas si tu connais le Miami, c'est un genre de chicha. Ouais, je vois où c'est. Plein de militaires, et ils ont tout détruit. Là, ils étaient en train de tout détruire. La chicha, ah ouais, c'est dingue. Avec des militaires autour. Mais en fait, les bons, encore une fois, payent pour les mauvais. Tu as des commerçants qui vont payer parce que ces gens-là sont en train de salir l'image des Maghrébins issus des cités, tout simplement. Non, c'est chiant. Et tu vois, aujourd'hui, moi, la plupart des amis que j'ai, tu vois, ils adorent la Thaïlande, mais ils veulent plus y aller parce que on commence à être stigmatisé.
Même en Thaïlande, parce qu'il y en a qui viennent avant, qui respectent pas le peuple thaïlandais, qui cassent tout, qui savent pas se comporter. Et c'est le mauvais comportement de ces gens-là qui vont nuire à l'image de qui on est. Et après, ça va être une catastrophe. Ouais, carrément. Bon, qu'est-ce que tu veux faire à la jeunesse de respecter, de penser aux autres et de laisser sa place propre partout. C'est important. T'as Hassan II qui disait à l'époque, je vous ai donné mes enfants, ils sont bien éduqués, je m'en inquiète pas. Mais par contre, débrouillez-vous avec leurs enfants. Il avait raison. Ouais, il avait raison. C'est fou, hein. C'est ça, qu'est-ce que tu veux. Bon, après, tout le monde va dire, ouais, mais c'est la faute. On nous a mis dans des cités. Après, un tel, il va dire... C'est quand même de l'éducation, c'est quand même le laxisme, comme tu l'as dit. Moi, j'y crois pas à ça. Tu es dans une cité, donc ta vie, elle est tracée et tu vas rien faire de ta vie. La cité, tu prends ta valise et tu pars. Tu n'es pas obligé de rester. Personne. Moi, j'ai des amis qui ont grandi dans les cités, qui sont partis, qui sont devenus les plus grands financiers à New York, à Wall Street. Tu as juste à partir. Quand tu restes, c'est que ça te plaît. Si tu fais de la roue arrière en motocross dans la cité et que tu restes jusqu'à 40 ans, c'est que ça te plaît, c'est que cet environnement te plaît. Tu as le droit de partir pour réussir ta vie. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir, il faut aller se mélanger. Il faut que le peuple se mélange, tout simplement. Ok, bon, les amis, alors, c'est encore les séries avec Hakim. Donc, on a plein de vidéos qui arrivent. J'ai noté plein de thèmes, des questions qui nous reviennent. Des thèmes aussi qu'on aimerait bien aborder parce que ça aiderait beaucoup de gens. Les gens sont hyper contents. D'ailleurs, je pense que c'est ton cas, on en a parlé, mais il y a énormément de personnes qui nous arrêtent dans la rue. Et déjà, on tient à vous remercier. Merci pour la force. Moi, ça me donne beaucoup de force. Ça fait vraiment plaisir de voir des personnes qui nous suivent comme ça. Et donc là, on va aborder plein de sujets. Et en écrivant un petit peu tous les sujets, j'ai quand même eu un peu peur dans certains moments. Parce que je pense qu'il y a des trucs qui vont sortir, qui vont faire bouger les choses. Nous, l'idée de ces échanges, c'est qu'on soit authentique. On dit la réalité et c'est du vécu. Je ne vais jamais donner mon avis ou avancer sur un sujet que je ne maîtrise pas. Je te dirais non, ça ne m'est jamais arrivé, je ne connais pas. Donc, on va parler que du vécu. La différence, elle est là. Allez, super. Premier sujet que j'aimerais aborder, c'est le sujet des contrôles fiscaux, contrôle fiscal. Oui. Donc, je pense c'est la bête noire des entrepreneurs en France. Oui. Il y en a de plus en plus. Je pense que tout entrepreneur a déjà eu au moins un contrôle fiscal dans sa vie. Oui. Donc, j'ai des chiffres le contrôle fiscal en France, c'est une manne hyper importante pour l'État. Ils en ont besoin parce que Exactement. Je pense que les gens trichent beaucoup. Oui. Est-ce que tu peux me donner ton avis là-dessus ? On dit qu'il y a un contrôleur fiscal derrière chaque individu. Tu vois ? Et le contrôle fiscal, j'en ai eu 50. Tu vois ? Bon, c'est en fonction, bien sûr, du nombre d'entreprises que j'ai eues. J'ai eu peut-être 200 entreprises en France, 3000 salariés, donc j'en ai eu 50. Le contrôle fiscal, il faut savoir une chose. Quand le contrôleur y vient, c'est pour prendre de l'argent. D'accord ? Parce que le contrôleur fiscal, il faut le payer. Donc, quand il vient, il faut qu'il parte avec un minimum. Ça peut être 10 000 euros, ça peut être 20 000, 30 000, ça peut être 1 million. Mais il vient parce qu'il touche des commissions sur ce qu'il va redresser. Ah ouais, ils sont payés il y a des commissions. D'accord ? Et il a un quota à respecter. C'est comme ça, c'est du business. Hein ? C'est du business. Et donc, si tu veux, la plupart sont sous contrôle fiscal. Donc, il faut faire attention, avoir des très bons experts comptables et ce n'est pas suffisant. Et tu es dans un pays où la pression fiscale est telle qu'il y a beaucoup de gens qui trichent. On ne va pas se mentir, on en a parlé dans des précédents podcasts. L'ascenseur social, fiscal dans les pays européens, dans certains pays et notamment la France, sont bloqués. Quand tu arrives aujourd'hui, on en est où ? Et les gens peuvent vérifier parce que je vois des gens qui parlent des fois sur TikTok et autres, mais il faut aller vérifier. L'IS, il est à 25%, il monte jusqu'à 33% selon ton bénéfice. Et il ne faut pas oublier que la flat tax, c'est une réalité, il y a une flat tax à 30%. La flat tax, c'est un cadeau de Macron. C'est pas sûr que ça va rester. Déjà, ils discutent pour l'augmenter à 40%, la flat tax. Et demain, tu peux avoir l'extrême droite qui va passer au pouvoir, il cherche à augmenter l'imposition, ou si c'est la gauche, il cherche à augmenter aussi l'imposition. Donc, tu vas te retrouver avec un IS peut-être à 30%, une flat tax qui va monter à 40%, tu te retrouves à 70%. C'est énorme. C'est énorme. C'est une pression fiscale qui est énorme. Si tu rajoutes à ça les contrôles fiscaux, tu ne gagnes plus rien. Donc, les gens, en France, tu ne peux pas devenir riche si tu ne triches pas. Et le gouvernement le sait.
Donc, en fait, compte, ils font en sorte que tout le monde triche un peu pour pouvoir, pendant les contrôles fiscaux, aller punir ces gens-là. Ouais. Pas se mentir. Enfin, il y a un moment donné, soit les gens, ils déclarent pas tout, soit les gens, ils décaissent de l'argent de leur entreprise. C'est la réalité. Et à tous les niveaux. Tu vas aller, je sais pas moi, tu vas même prendre un taxi, il va te dire non, s'il te plaît, paye-moi pas en carte bleue, paye-moi en espèces, il va couper la course, ça va être du taxi, Uber, ça va être chez le coiffeur, ça va être chez le restaurateur, je te baisse un peu le prix, mais paye-moi pas en carte bleue. Tout le monde cherche à tricher. Tu comprends ? Ouais. Et moi, ce qui me surprend de plus en plus en France, ça fait 20 ans que j'ai fait du business là-bas, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus une vision à long terme, les entrepreneurs. Ils ne disent plus, j'ai envie de monter une superbe entreprise pendant 10 ans, 20 ans. Il essaye d'aller mettre des douilles le plus rapidement, clairement, prendre son argent et partir. Ouais. Mais c'est bizarre que l'État ne se pose pas de questions parce que je pense qu'ils se disent, c'est tous des tricheurs, on a une grosse pression fiscale, qu'on réduise la pression fiscale ou qu'elle soit plus importante, ils vont quand même tricher, les gens. Voilà, je pense qu'ils se disent ça, donc autant aller chercher le maximum. J'ai des chiffres comme quoi, en 2023, la part des contrôles fiscaux qui ont été déclarés est de 53% grâce à l'intelligence artificielle. Donc il y a de plus en plus de contrôles fiscaux qui se déclenchent avec l'IA et les algorithmes. Est-ce que tu pourrais nous dire, j'en ai noté quelques-uns, mais quels sont les déclencheurs d'un contrôle fiscal ? Ce qui déclenche un contrôle fiscal, c'est souvent quand tu ne fais pas tes déclarations en temps et en heure, que ce soit les déclarations des bilans, que ce soit la TVA ou autre. Donc, contrôler en tant qu'entrepreneur ce que font vos experts comptables. Parce que souvent, le problème, il vient des experts comptables, il ne vient pas des entrepreneurs. Toi, à la base, tu n'es pas comptable. Tu as une entreprise, tu envoies les documents au comptable, tu lui fais confiance. Et souvent, ils ne font pas tous le boulot correctement. Sauf que qui va être puni, c'est l'entrepreneur. Ce n'est pas l'expert comptable. Lui, ce n'est pas sa responsabilité. Même si tu l'as embauché, tu as une lettre de mission, tu as tout, ce n'est pas sa responsabilité. Donc, c'est toi qui vas être puni au final. Donc, les gens doivent contrôler ce que font leurs avocats et leurs experts comptables. Même leurs avocats. J'ai un ami qui me parlait dernièrement, l'avocat, il a annulé une procédure au fond sans le dire à mon ami parce qu'il n'a pas été payé en temps et en heure. Vérifier en permanence que les procédures sont bien posées, etc. C'est hyper important. Tu dois contrôler tout cet environnement. Comme on l'avait dit dans les podcasts précédents, ces gens-là sont des commerçants. L'expert comptable, l'avocat, c'est des commerçants. Donc, il faut contrôler leur travail aussi. Il y a eu beaucoup de haters de ce niveau-là, des experts comptables, des avocats, etc., qui nous ont écrit des messages et tout. Ouais, n'importe quoi, nous, on fait bien notre boulot. En fait, j'ai l'impression que ça a réveillé des petits débats. Moi, je parle de la réalité. Ouais. Je parle d'un parcours entrepreneurial qui est entouré que d'entrepreneurs. La plupart de mes amis sont entrepreneurs. Et donc, on échange en permanence. D'accord ? Et la plupart des gens que je connais qui ont quitté la France, d'accord, c'est souvent suite à des redressements fiscaux injustifiés. Parce qu'il ne faut pas croire que le contrôleur fiscal est juste. Tu sais, on va en parler même avec les banques, avec tout. Les gens, quand ils démarrent dans leur business, ils sont assez jeunes, ils croient que le système est juste. C'est pas vrai. Le contrôleur fiscal, moi, tu sais, j'étais à un mariage une fois, il y avait 3 contrôleurs fiscaux à ma table. Des jeunes qui sortaient d'études. Ils ne savaient pas que j'étais dans les affaires. Ils me disent, nous, notre rôle, c'est d'aller prendre de l'argent aux riches. Donc déjà, on leur apprend à l'école d'aller prendre, tu vois l'opposition dont on parlait la fois dernière, d'aller prendre de l'argent à celui qui, grâce à son travail, a réussi à en faire. On leur apprend ça. Ouais, t'imagines un peu l'opposition. Ouais. Et donc, les contrôleurs fiscaux, ils tentent. Il va te mettre un redressement de 500 000, 1 million, et après, à toi de te défendre. Ouais. Tu te défends, et après, le deuxième gagnant, c'est les avocats, qui eux aussi vont prendre de l'argent. C'est pareil qu'un redressement fiscal, parce que, attention, les avocats fiscalistes, c'est les pires. C'est les pires. D'accord ? Tu peux vérifier sur les forums, etc., c'est les pires. Et après, donc, aux gens de se défendre. Ouais. Donc, mauvaise déclaration pas en temps et en heure. Oui. Ensuite, à quoi d'autre ? Mauvaise déclaration. Ensuite, l'administration fiscale travaille par sujet. Par exemple, cette année, ils vont s'attaquer aux boucheries. Parce que, comme ça, ils ont décidé, l'année prochaine, ils travaillent par activité. C'est par exemple les coiffeurs, les barbershops.
L'année d'après, ça va être ceux qui installent des bornes. Ils choisissent tous les ans, il y a un domaine d'activité ou deux sur lesquels ils vont se concentrer pour aller faire les contrôles fiscaux. Et domaine à risque aussi, peut-être. Domaine à risque, la restauration, pour eux, il y a de l'espèce, donc c'est un domaine à risque. Les coiffeurs, pour tous ces domaines-là, le transport, enfin, ils vont travailler dans tous ces domaines-là. J'ai vu aussi qu'énormément de contrôles fiscaux partaient de dénonciations. Énorme, mais aujourd'hui, l'État te rémunère. L'administration fiscale, elle peut payer ceux qui dénoncent. Ouais. Ils dénoncent. Mais tu vois bien, en France, le voisin, tu mets une piscine, elle n'est pas déclarée, c'est ton voisin qui va envoyer un courrier. Ils ont que ça à faire. Ah, c'est vrai. À l'État. Les concurrents aussi, les salariés. Ouais, les salariés, tu le payes 2 jours en retard, il envoie une lettre au prud'homme et l'autre à l'administration fiscale. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais aujourd'hui, entreprendre en France, moi, j'ai beaucoup de mérite pour tous les entrepreneurs parce que t'es tiré par tes salariés qui veulent tous que tu finisses au prud'homme, par l'État qui vient prendre tout ce qu'il y a à prendre, par les concurrents. T'es émaillé dans tout ce système et c'est très difficile. Ça demande beaucoup de persévérance, de résilience et de courage. Attention, il n'y a rien qui va dans le sens de l'entrepreneuriat, comme certains pays concurrents aujourd'hui aux pays européens et où vraiment tu as un mindset d'entrepreneur. Ouais, très différent. Tu as également aussi tous les contrôles fiscaux qui peuvent être... J'ai vu ça il y a quelques semaines. En fait, des fois, tu as ta banque, oui. tu as ta société, comme tu dis, tu fais des mauvaises déclarations. Les gens, ils ne se rendent pas compte, mais avoir des banques, ils se disent, bon, je vais avoir une banque ici, une banque dans un autre pays, en Europe, etc. Mais ils ne savent pas que les données, elles transvasent. Et souvent, tu as des contrôles fiscaux qui partent de là. Mais ça va même plus loin que ça. Déjà, quand ils te font un contrôle fiscal, avant même que tu le saches, ils prennent tes relevés bancaires. Ils travaillent qu'avec la banque. D'accord ? Ensuite, il y a en France ce qu'on appelle le train de vie, la vérification du train de vie. Tu as un commerçant dans le nord de la France, je ne citerai pas le nom, il a été suivi, photographié en mettant de l'essence dans son 4x4 avec un billet de 50 €. Le contrôleur fiscal lui a dit lors de la réunion, à quel moment tu as retiré les 50 €. D'accord ? On ne t'a pas vu les retirer, donc tu les as pris de la caisse de ton restaurant. D'accord ? Un autre cas de figure, un commerçant que je connais, le contrôleur fiscal lui a dit « J'ai vu que tous les jours, tu achetais la baguette de pain pour chez toi. » Parce qu'ils peuvent te prendre en photo, ils te suivent et tout. À quel moment as-tu retiré l'argent pour acheter la baguette de pain à 2 €? Donc, tu as pris les 2 € dans ta caisse. Les contrôleurs fiscaux sont des centimiers. Et quand on contrôle ton train de vie, c'est là où c'est très dangereux. D'accord ? Si tu déclares un salaire déclaré de 2 000 € par mois, tu ne peux pas dépenser 10 000. Donc, ils vont contrôler ton train de vie. En fonction de ça, tu vas avoir le redressement. Mais ils savent tout. Ils savent tout, ouais. Ils savent tout. Avant même de venir te voir, il sait sur quoi il va t'abattre et comment il fait faire. Il a déjà enquêté sur toi. Ils savent tout. Il n'y a même pas besoin d'intelligence artificielle. Ouais. Les premiers, c'est tes salariés qui vont tout balancer. Et des fois, ils vont mentir et ils vont en rajouter pour nuire à ton activité et à ton business. Est-ce que tu vois, j'ai vu la différence, je l'ai vécu aussi, qu'il y avait beaucoup moins de contrôle dans les grandes villes que dans les petites villes. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as... Dans les petites villes, tu es visible. Et je dirais que si tu es moyen, pour eux, tu es déjà un gros. Ouais. Parce qu'il n'y a pas trop d'entreprises. Si tu me parles d'une capitale comme Paris, il y a les fonds d'investissement, il y a les grands groupes, etc. Donc c'est vrai que tu te noies un peu plus dans la masse. Mais même dans les grandes villes, je te dis, pour être entouré d'entrepreneurs, j'en connais pas un qui n'est pas sous contrôle fiscal. Ouais. Et qui dit contrôle dit souvent redressement. Ouais. Bon, moi, dans la petite ville où je suis, c'est vrai que tu es vite visible. Et ils ont le temps. Ils ont le temps, vu qu'ils sont aussi une petite ville, ils sont là, ils surveillent tout le monde. Moi, j'ai galéré. Franchement, j'ai galéré contrôle. La première année, bon, nous, on est dans une artère, l'artère principale de ma ville, une ville de 20 000 habitants. Et si tu veux, la première année, on a commencé à marcher correctement, tu vois, et ça se voyait puisqu'on était en plein centre-ville. La première année, je l'avais déjà dit, mais 7 contrôles, mais pas fiscaux, mais 7 contrôles. On a eu l'URSSAF, on les a tous eus. On a eu les gendarmes qui venaient à 18h pendant qu'on commençait nos commandes et ils stoppaient tout le monde. Et sans compter les petits contrôles de la gendarmerie sur nos salariés, les livreurs et tout. Et franchement, une fois, j'ai eu une contrôleuse de l'hygiène. Et c'était la deuxième fois qu'elle venait. Je lui ai dit, mais madame, vous pouvez nous dire pourquoi vous venez 2 fois en l'espace de 2-3 mois? Il y a un problème.
Elle dit, bon, je vais vous dire honnêtement, hein, c'est vos voisins qui se plaignent. Oui. Mais tu sais, je le dis pas de façon mauvaise, mais c'est une réflexion, tu sais, de petits gens. Ouais. Moi, je suis comme toi, j'ai grandi à Tours. Il y avait des voitures de police qui étaient garées devant mon magasin tous les jours. Tu vois, j'avais 20 ans, je ne comprenais pas. Les contrôles d'hygiène à répétition, les contrôles fiscaux à répétition. Mais avec le recul aujourd'hui, tu te dis, mais à quoi bon? Mais pourquoi j'ai entrepris dans cette ville? Pourquoi j'ai entrepris dans ce pays? Mais pourquoi on se casse la tête? On peut faire du business dans tellement d'endroits. C'est parce que tu es dans un pays, comme je l'ai dit la fois dernière, en opposition. Toi, tu es quelqu'un qui est plein de volonté, tu as envie de créer de l'emploi, tu as envie de travailler, tu as envie de créer de la richesse. En face, tu as des fonctionnaires qui n'ont jamais entrepris de leur vie, qui n'ont jamais embauché de personne de leur vie, qui n'ont jamais pris le moindre risque, qui vont venir en opposition vis-à-vis de toi. Pourquoi oui, s'il roule avec une belle BMW? Pourquoi pas moi? Mais lui, il se dit pas que lui, il a jamais pris de risque, mais il va venir punir ta vie. Ouais. Il se dit pas que toi, tu as travaillé 16-17 heures par jour. Il regarde pas ça, lui. Il regarde comment il peut te faire fermer ton restaurant. Parce que tu respectes telle ou telle chose. C'est tout. C'est un pays en opposition. Non, mais c'est violent. Et qu'est-ce que tu conseilles justement à toutes ces personnes qui entreprennent dans des petites villes? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup. J'ai reçu aussi pas mal de messages qui entreprennent dans ces petites villes et que voilà, ils sont à risque en fait de se faire contrôler, de se faire que les personnes de leur enfin je veux dire les personnes de notre d'une communauté aussi qui peuvent être jaloux, etc., qui peuvent envoyer des lettres, machin, essayer de les faire fermer. Qu'est-ce que tu leur conseilles à ces gens-là? Mais ils vont passer par ces étapes-là, ils n'ont pas le choix. Mais ça, tu sais, ça n'a pas changé en France depuis. La génération précédente a vécu ça aussi. Les dénonciations, enfin je veux dire, ça fait 60 ans, 100 ans que c'est comme ça. Ça ne changera pas. La seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tu as des pays concurrents. Aujourd'hui, tu sais, il y a 20 ans, il n'y avait pas Dubaï. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des pays qui se développent, le monde est en train d'évoluer. Les gens qui ont le courage de sortir de leur zone de confort, à quoi bon faire face à autant de problèmes? Moi, si je pouvais revenir en arrière, mais j'aurais gagné 20 ans. Alors, ça m'a beaucoup appris, autant de problèmes. Ouais. Mais à quoi bon? Prends ton avion, va au bout du monde et travaille dans un endroit où on te laisse bosser, où on te laisse tranquille, où ton argent, c'est ton argent. On ne va pas t'embêter tous les jours. Tu vois? Et se prémunir d'un contrôle fiscal? Quelques conseils? Faites vos déclarations en temps et en heure. Faites attention à vos marges dans votre secteur d'activité. En fait, l'administration fiscale travaille. Ces gens-là, ils travaillent, ils sont bêtes et disciplinés. Ils vont prendre un domaine d'activité. Là, la marge, c'est 30. Tu vois, ils ont des statistiques. Ouais. Donc, quand ils viennent te voir, il faut que ça soit 30. Tu vois, c'est tout. Il faut regarder les marges de chaque concept et du concept dans lequel tu travailles. Ah ouais. Comme tu l'avais dit aussi la dernière fois, bien regarder. On peut aussi faire ce fameux rescrit fiscal en avance. Si, Voilà, ça protège ce rescrit fiscal et autres. Mais je vais te dire, avec du recul aujourd'hui, quand tu as vu, on a 65 participations à travers le monde. Donc, on fait du business à travers le monde. Je veux dire une phrase qui est simple. À quoi bon? Est-ce que tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Compris. À quoi bon? Prends ta valise, va à Dubaï. Tu vois, c'est tout. Ouais. Non, après, bon, t'en as plein. Ils ont cette barrière limitante. Pour eux, Dubaï, c'est juste impossible. Tu sais, hier soir, je parlais avec mon neveu. Il a un ami à lui qui est à New York. Qui travaille dans un jeune qui travaille dans une boulangerie, qui a un deuxième taf. Et je lui dis, mais pourquoi tu vas pas à New York? Il a 23 ans. Je lui dis, mais va à New York. Tu prends un avion, tu vas chez lui. Les 2-3 premiers mois, tu essayes de vivre avec lui. Et il m'a dit, ah non, c'est trop loin, je sais pas parler anglais. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Tu sais, aujourd'hui, je pense vraiment que les gens qui entreprennent avec une certaine naïveté à 20 ans en Europe, ils devraient se renseigner, d'accord, sur le fisc, l'imposition, avant même d'entreprendre. Moi, aujourd'hui, je dis aux gens de 20 ans, profitez de la manne émirati avant qu'il soit trop tard. Parce qu'aujourd'hui, s'enrichir à Dubaï, si ton activité marche, bien sûr, mais ça, c'est comme partout. Tous les jours, il y a des gens en Europe qui ont des activités qui coulent. Mais aujourd'hui, si ton activité marche à Dubaï, tu peux faire fortune rapidement parce qu'il n'y a pas d'imposition avant qu'elle arrive. Parce qu'on n'est pas à l'abri dans 5 ans qu'il y ait de l'imposition. Donc, c'est le moment d'en profiter. Une fois, je regardais, il y avait quelqu'un qui avait été interviewé, un juriste français. Et le journaliste lui dit, comment il faut faire pour devenir riche? Il lui dit, il ne faut pas payer d'impôts. Ouais. Je l'ai vu. Tu l'as vu, mais il a tout dit.
Donc, tu as des gens qui bossent dur et en fait, ils entreprennent sans même comprendre le schéma fiscal avant. Ouais. Et au bout d'1 an ou 2 ou 3 ou 4, il dit, mais en fait, je gagne pas d'argent. Je veux retourner salarié parce que je gagne pas d'argent. Moi, je dis pas aux gens de pas payer leurs impôts. Bien sûr, il faut payer les écoles, les routes, les hôpitaux. Mais je suis juste en train de dire qu'il faut étudier dans chaque pays c'est quoi la niche fiscale pour profiter. Exactement. Et comme tu disais juste avant, maintenant, tu as plein de pays concurrents à la France et aux pays européens. Pour une personne qui veut partir, par exemple, à Dubaï, tu penses que c'est pas mieux, parce que moi, ça fait 4 ans que je suis là-bas, j'ai quand même vu pas mal de personnes venir essayer des trucs dans le physique et franchement, 90%, ils se cassent les dents, ils viennent avec leur argent. Je trouve que c'est compliqué. Mais par contre, tous ceux que j'ai vus venir à Dubaï et qui ont fait des choses dans le digital, online, par exemple l'e-commerce, tu as plein de trucs, des agences, ils ont créé des agences pour de la com, du marketing. Bah, eux, par contre, ils ont tous fait leur argent. Et là, aujourd'hui, c'est des personnes qui ils sont contents parce que ils profitent du régime fiscal émirati. Bon, on va quand même le rappeler, aux Émirats, ils ont installé quand même un impôt pour les entreprises qui sont aux alentours de c'est 9% après 375 000 dirhams de bénéfices. D'accord. Mais pour ceux qui font du business local. Par contre, ceux qui sont en free zone, zéro. Ils sont encore exonérés, mais à partir du moment où ils font un business, où ils font une transaction avec le truc local, le marché local, là, automatiquement, ils peuvent être taxés. Mais comme tu me disais aussi, pour l'instant, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc rien n'empêche d'avoir sa société dans un autre pays, parce que c'est du digital, et de rapatrier ses revenus à Dubaï. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est une chance énorme d'être dans le digital. Alors, il faut en profiter aussi, parce qu'à mon avis, ces gouvernements, ils vont mettre en place un impôt digital. Ils sont pour parler pour mettre en place un impôt mondial. On est à l'abri de rien. Tout va changer. Tu sais, ils s'adaptent. Bah oui. Ils s'adaptent. Aujourd'hui, tu as une certaine partie des entrepreneurs qui a réussi à se faufiler dans cette niche dans le digital. Mais ils vont en rattraper. Obligatoire. Bien sûr. Bon, ils ont déjà un peu commencé, mais c'est un peu tôt parce que chaque pays, par exemple, ils font des organisations comme l'organisation de l'OCDE où ils échangent toutes les informations bancaires de chaque pays et les informations fiscaux. Moi, je pense qu'il y a encore des petits hacks à l'intérieur de ces organisations. Je ne pense pas que tout est dit, tout est envoyé. Je pense que ça dépend entre chaque pays. Tu sais, c'est un peu comme Interpol. Chaque pays a sa propre gouvernance, sa propre police. Et quand ils doivent appliquer les lois et extrader les gens, ils extradent personne, tu vois. Donc, je pense qu'il y a encore des zones d'ombre. Les gens peuvent en profiter, on va dire, point de vue fiscal, mais comme tu as dit, s'ils ont créé ce truc-là, ces organisations-là, c'est pour qu'au final, ils arrivent à cadrer tout le monde. Hein. Je t'interromps 2 petites secondes. Si toi aussi tu as l'impression d'apprendre plein de choses à travers nos vidéos, alors j'ai besoin de ton aide. N'hésite pas à nous laisser ton avis sur les commentaires et liker nos vidéos. Abonne-toi pour qu'on puisse te délivrer encore plein de vidéos comme celle-ci. Merci et bon visionnage. Tu sais, c'est pour cadrer. Aujourd'hui, pour moi, il faut profiter de ce business digital et il faut comprendre avant d'entreprendre dans un pays comment ça se passe la fiscalité. Tu sais, il y a plein de gens qui ne le comprennent pas. D'accord ? Et je vais te dire en toute transparence, le peu de gens qui gagnent de l'argent en Europe, c'est des gens qui trichent. La réalité, elle est là. Ah ouais. D'accord ? Celui qui paye plein pot, il va vivre un peu sur l'entreprise, mais il n'aura jamais de richesse personnelle jusqu'à ce qu'il vende l'entreprise. Tu sais, je suis entouré d'experts comptables. Quelqu'un qui connaît bien la comptabilité te dira il n'y a pas d'argent à gagner au final. Tu tournes en rond. Et regarde bien autour de toi, les gens qui gagnent de l'argent en France, c'est des gens qui trichent. C'est soit des gens qui font de la décaisse, soit des gens qui font du black, etc. Sinon, il n'y a pas d'argent. Non, il n'y a pas. Même si tu fais des chiffres d'affaires énormes et des bénéfices énormes, il n'y a pas. La pression fiscale est tellement bien réfléchie qu'elle est faite en sorte qu'il n'y ait pas d'argent. Tu n'auras jamais d'argent dans tes poches à titre personnel. Tu auras un salaire, de quoi vivre décemment, peut-être 10 000 € par mois. Tu vas payer dessus 10 000 de charges.
Et sur tes 10 000, en fonction où tu es des enfants ou pas, tu vas peut-être payer 2 000, 2 500 d'impôts. Donc, il te reste 7 500, mais tu as coûté à l'entreprise 20 000. Donc, tu vas bien vivre, mais tu t'enrichis pas. Donc, du coup, si tu t'enrichis pas quand tu as ta boîte en France, est-ce que tu t'enrichis quand tu la vends? Est-ce que c'est le schéma aujourd'hui pour une personne qui veut vraiment rester en France? Alors, deux schémas. Déjà, il faut avoir de la chance. Tu as plusieurs étapes. La première étape, c'est d'avoir la chance ou l'opportunité de faire une boîte qui fonctionne. D'accord ? Deuxième étape, c'est d'avoir la chance de la vendre. C'est pas tout le monde qui arrive à vendre une entreprise. Je connais plein de gens qui cherchent à vendre une entreprise, ils n'y arrivent pas. D'accord ? Et après, l'étape au niveau de la fiscalité, c'est quoi ? Soit tu vas payer presque 0% d'impôt, peut-être 5%, et tu vas mettre les fruits de la vente de ton entreprise dans une holding. D'accord ? Et là, tu vas payer un peu, mais tu dois réinvestir cet argent. Il n'est pas à toi. Tu as 3 ans pour le réinvestir. Ou alors, tu payes la flat tax et tu dis, je prends mon argent et je pars. La flat tax, aujourd'hui, elle est de 30%. D'accord ? Ils estiment la monter à 40%. Donc, tu vas vendre ton entreprise 10 millions, tu vas payer 4 millions d'impôts, il te reste 6 millions. Tu vois, et après, tu fais ce que tu veux. Ouais, ça reste quand même 4 millions. Avant, redressement fiscal. Mais non, mais il faut prendre en compte. Mais parce qu'ils n'aiment pas. Ils vont dire, attends, oui, s'il s'enfuit, là, il a pris 6 millions. Il faut qu'on aille chercher. Et qu'est-ce qu'il y a à gratter dans les 6 ? Est-ce qu'on peut récupérer 3 ? Venir, je sais pas, 5-6 ans après. Ouais, ils ont 10 ans. 10 ans. Ouais, pour venir. Ouais, c'est ouf. Hein. C'est de l'escroquerie, en fait. Franchement. Mais tu sais, quand tu as une vue de dessus, mais je te jure, moi, cette vue de dessus, j'ai commencé à l'avoir, je te parle en toute transparence, quand j'étais sur le dossier Quick. Quand j'étais sur ce dossier qui est énorme, j'étais en discussion avec des investisseurs et des grosses têtes du monde entier. On parle, tu as vu, de 230 millions, on parle de... Et en fait, j'ai compris comment ces gens-là avaient une vue de dessus sur l'ensemble du business à travers le monde. Et c'est pour ça que tu as plein d'entreprises américaines qui ne viennent pas en France. Tu n'as pas vu, ils viennent à la fin en France. Il y en a, tu prends le cas de Popeye, il s'est installé en Espagne il y a 15 ans, ils viennent de s'installer en France. Parce qu'en fait, il y a une telle fiscalité que ça ne les intéresse pas. Tu vois ? Et donc, si tu veux, c'est, quand tu as la vue d'ensemble, tu comprends bien, c'est un système où tu tournes en rond. Donc, ça dépend quelles sont tes ambitions. La France, c'est magnifique si tu es salarié. Tu as un salaire de 3 4 000, 5 000, il y a moins d'imposition personnelle, par exemple, qu'au Luxembourg. Tu es salarié, tu as ta petite maison à crédit, tu as tout. C'est magnifique. Mais quand tu es entrepreneur, ceux qui trichent pas, c'est très difficile pour eux de gagner leur vie. Et même quand tu vas vendre... On n'incite personne à tricher. Hein. Non, mais on n'incite personne. Mais on parle, nous, de réalité, de ce qui se passe. Ouais. Sinon, ça va être des entrepreneurs qui ont un salaire, c'est tout. Voilà, tu as un salaire, tu distribues un peu de dividendes en fin d'année, voilà. Ouais, je connais des schémas comme ça. Ils font peut-être 100... Et dans le service, entre 100 et 200 000 de chiffres par mois, pardon. Et ils sont obligés de se verser 5 000, alors qu'ils sont des grosses marges. Hein. Ils sont obligés de se verser 5 000 et tout. Voilà. Puis la fin d'année, ils remontent à la holding. Ils font exactement le schéma que tu as dit. Voilà. Mais je vois qu'ils te regardent. Ils font, en fait, c'est mieux de quitter la France, tu vois. Mais non, mais ils sont... En fait, oui, ils n'ont pas d'argent. Mais il y a des gens qui ont verrouillé le système. En fait, il faut le comprendre. Le système est verrouillé. Et chaque pays est verrouillé à sa manière par des gens qui contrôlent le pays, par les dirigeants. Il est verrouillé. Mais ça, ils le comprennent au bout de 10 ans, 15 ans. Ouais. Tu peux très bien vivre. Si tu es en province, en France, tu vas très bien vivre. Tu as une belle entreprise qui fonctionne, tu vis bien. Mais tu t'enrichis pas. Quand je dis t'enrichis pas, tu vas pas être avec ton yacht au large de Cannes, quoi. C'est difficile. Ouais. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, j'aimerais bien rebondir sur le fait que... On en a discuté, on avait partagé un petit peu des cas qui ont fait qui ont des problèmes en France, justement, qui ont essayé peut-être de jouer, d'autres pas du tout. Ouais. Donc, qui sont tombés sur des faillites personnelles. Récemment, on avait échangé sur la pauvre Absatou. Si. Oui, c'est une entrepreneuse française. Ouais. Faillite personnelle, c'est quoi ? C'est même pas question de montant. C'est question, tu as une entreprise. Je donne le cas, moi je suis transparent sur mon cas de figure. J'avais une entreprise que j'ai cédée en 2014. L'entreprise, elle est défaillante 5 ans après. Okay ? Tous les dirigeants qui ont été à un moment donné dirigeants de cette entreprise, d'accord, ont été mis en interdiction de gérer, en faillite personnelle. Tu es face à un juge,
alors moi, j'ai même pas été au tribunal, qui va juger que l'entreprise, elle a fait faillite, que ça soit pour 10 000 euros, 20 000 euros ou 100 000 euros. C'est, comme je l'ai dit, à l'appréciation du juge. Faillite personnelle, et il te demande l'interdiction de gérer. Après, tu prends des avocats, tu te défends pour sortir de là, tout simplement. Elle a eu 600 000 euros et 10 ans d'interdiction de gérer. Et donc, elle a gagné, elle a fait appel à l'exécution, elle a gagné, et après, elle sort de là. Si tu te défends bien, tu sais, t'es dans un pays, on va pas se mentir, tu prends un avocat, tu te défends, tu sors. Encore faut-il trouver le bon. Mais c'est beaucoup de cinéma, si tu veux. Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu as trouvé le bon avocat, il va dire, écoute, c'est 20 000 euros et je te fais sortir de là. T'as l'impression que c'est une amende, quoi. Il te dit pas, on va essayer de sortir, je te fais sortir de là. Attends, c'est qui le juge? Ah ouais, ok, c'est bon. D'accord. C'est ouf, ça, quand même. Ouais, que du cinéma. On est dans un théâtre à ciel ouvert. Tu sais, en Allemagne, comment on appelle les Français? Non. Les Méditerranéens. C'est-à-dire? Mais quand tu vois ce qui se passe en Afrique, je vais pas te faire de photos, mais qui leur a appris? Mais qui leur a appris? Ah, c'est français. C'est tout. Système colonial. Mais je vais te dire un truc. C'est le même cinoche partout. C'est ouf. Hein. Mais tu le vois dans les tribunaux de commerce, tu le vois partout. Ouais. Et la justice à deux vitesses, elle est aussi partout. Elle est dans la fiscalité, elle est dans l'administration fiscale et dans tout. Tu vas voir la même erreur, je dirais, entrepreneuriale. Okay. D'accord ? 3 personnes différentes, ils n'auront pas tous le même jugement. Et c'est quoi, déni de faciès? C'est quoi? C'est parce que l'autre, il est arabe, l'autre, il est... À l'appréciation du juge. C'est comme un meurtre. Tu vas avoir un meurtre. Tu as 4 personnes. Tu en as un qui va prendre 20 ans. L'autre, il va prendre 8 ans parce qu'il n'était pas bien le jour où il a tué la personne. L'autre, il va prendre 2 ans parce qu'ils vont dire non, il était fou. C'est pas les mêmes peines pour tout le monde. Ça change. Ben là, c'est pareil. Ça me fait penser à un jeune là, qui a percuté en moto une gamine. Ouais, j'ai vu. Et tout le monde est indigné parce qu'il n'est pas en prison, alors qu'il devrait dormir en prison selon eux. Mais ouais, t'en as qui vont dormir en prison pour rien. Voilà. Et d'autres pour des faits quand même, de graves accidents causés. C'est ta chance de vie. Ouais. C'est-à-dire que moi, avec mon collaborateur qui est spécialiste, on étudie, tu vois, les sociétés à la barre du tribunal qui ont fait faillite. Mais tu as des entrepreneurs qui plantent des sociétés avec 300-400 millions. On leur fait rien. Ah ouais, carrément. Et qui reprennent leur société à la barre du tribunal pour 1 euro. D'ailleurs, comme le cas Orchestra, on en avait parlé. Orchestra, par exemple, oui, si on va en parler, c'est ce cas-là. 600 millions de dettes, il reprend à la barre du tribunal, moins cher que des propositions qu'il y a eu des concurrents, et des concurrents qui ont proposé 100 millions. Il revient, il propose 3-4 millions, il reprend. Et il y a même une loi qui a été faite pendant le Covid, et ça a été fait, et d'ailleurs, ils en ont profité, le groupe Meliez, Caochan, où les sociétés qui déposaient le bilan pendant le Covid, certaines, alors bien sûr, il faut s'adapter, ils les reprennent à la barre du tribunal pour l'euro symbolique et tu plantes ta dette. C'est du cinoche, il faut bien le comprendre. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai une citation que j'aime beaucoup. La vie est une blague à laquelle il faut savoir sourire. Il ne faut pas trop prendre le truc au sérieux parce que c'est du cinéma. Ouais. Si tu prends le truc trop au sérieux, franchement, tu fais une dépression, tu t'en sors plus. Parce que tu vois tellement d'injustices. Tu sais, il ne faut pas croire que les pays démocratiques sont plus justes. Il y a tellement d'injustices, c'est affolant. Et les gens qui entreprennent, ils le voient tous les jours. C'est affolant. D'ailleurs, c'est quoi pour toi la pire injustice que tu as vécue durant ta vie Mais moi, j'en ai vécu plein parce qu'aujourd'hui, si j'arrive à parler avec autant d'authenticité, c'est que toute ma vie, elle a été faite d'injustice. Et moi, je regarde, tu vois, on regarde. Tu sais, quand tu te fais expulser d'un magasin à 20 ans, parce que dans le bail, il y a marqué sandwicherie et qu'on te dit le kebab, c'est un restaurant. Et que tu rouvres un autre kebab à côté et que là, tu te fais expulser parce qu'on te dit non, le kebab, c'est un resto et dans le bail, il y a marqué sandwicherie. Là, tu vois bien que les juges, ils se foutent de ta gueule, en fait. Tu vois, t'es la balle de ping-pong des notables de ta ville. Et toi aussi, t'as fait du business dans une petite ville. Petite ville, c'est comme ça. En fait, il faut le comprendre. Ces gens-là, tous les midis, ils mangent ensemble. Il faut bien le comprendre. C'est pareil qu'en Afrique. C'est la même chose. Donc, c'est des réseaux, en fait. C'est des réseaux qui sont... C'est fait que de réseaux. Ouais. C'est fait que de réseaux. Et donc, ça, après, la fiscalité... Quand une contrôleuse fiscale, elle vient te voir, tu dis, écoutez, moi, je fais 1 million de chiffre d'affaires sur un site.
ceux qui font du black, c'est ceux qui font 100 000, madame. Et que cette dame, elle dit, écoutez, nous, on vient voir là où il y a le plus de chiffre d'affaires. Vous aviez qu'à tricher. Si vous faisiez 100 000, j'aurais pu vous redresser que de 100 000. Mais comme vous faites 1 million, je vais vous redresser d'1 million. Tu vois bien que ces gens-là, c'est ce que je dis, sont bêtes et disciplinés. Ils n'ont pas de logique. Il n'y a aucune logique. Tu comprends ? Il n'y a aucune logique. Tu achètes un appartement, tu le loues, le locataire, il ne te paye pas, il reste 5 ans dans l'appartement. Elle est où la logique ? Est-ce que c'est logique selon toi ? Non, c'est pas logique. C'est des injustices que, franchement... Il n'y a pas de logique. C'est pas parce que le pays est un pays développé qu'il est plus logique qu'un pays moins développé. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup plus de logique judiciaire dans des pays sous-développés. Ouais, je suis d'accord. Ça veut rien dire. À Dubaï, tu vois, c'est égal. Comment on dit quand on dit c'est fair, it's fair en anglais. C'est juste. Ouais, c'est juste. Et c'est, on va dire... équitable, je crois. Alors, pire que ça, pourquoi, à ton avis, le système est un peu tordu ? Mais parce que si tout était logique, les avocats et les juges seraient au chômage. Non, mais c'est vrai. Elle est pas mal, celle-là. Non, mais c'est vrai. Mais moi, tous mes amis sont des avocats. Je leur dis, mais attends, je comprends pas le système, là. Pourquoi vous pouvez faire des lois logiques ? Je veux dire, tu as un locataire qui paye pas le loyer, 3 mois, il y a la police qui vient, qui l'expulse. Il me dit, Hakim, si on fait des choses réelles et logiques, là, on est dans la logique, nous, on fait quoi ? Putain. Là, il faut un avocat pour le bailleur, un avocat pour le locataire qui veut pas sortir. Le juge t'arrive, tu as vu, en première instance, il va dire non, le locataire, il reste. Pour que toi, tu fasses appel et que tu ailles au deuxième jugement pour faire tourner les tribunaux. Il faut faire tourner toute cette machine, sinon ils perdent tous leur emploi. En fait, il faut bien le comprendre. Une fois que tu le comprends bien... Tu mets longtemps à le comprendre. Ouais. Tu mets très longtemps à le comprendre. Même quand toi, tu me l'expliques parce que tu l'as compris, j'arrive à comprendre 5-6 secondes, puis après, je reviens dans mon truc. C'est oui. Comme ça. Tu verras, on va parler d'autres sujets après là-dessus, sur plein de choses. Ouais. Ce truc-là, pour le comprendre, il faut avoir une vue de dessus. Il faut bien le comprendre. D'accord ? Et en fin de compte, je suis sûr qu'à Dubaï, comme les lois sont très carrées, il y a très peu de juges. Ils n'ont pas besoin de juges. Non. Voilà. Il y en a très peu, hein. C'est vrai, tu as complètement raison. Il y a très peu de juges, parce qu'en fait, c'est carré. Si je te dis dès le départ, écoute, si tu fais ça, c'est 20 ans de prison. Donc tu ne vas pas le faire. C'est bon, c'est fini. Là, tu vois, en France, je sais pas, tu vas tuer quelqu'un, il va dire oui, mais attends, ce jour-là, il n'était pas de mauvaise humeur, il n'était pas de bonne humeur, tu as 40 psychologues qui viennent, on commence, tu vois, les journalistes sont là, ça fait tourner le système, ça fait tourner les journalistes, la télévision, on va travailler sur ton procès, il y a plein de juges, les avocats qui se défendent. T'es parti pour 20 ans et t'es pas sûr de gagner. C'est toi et ta chance, en vrai. T'as des petits... Parce que, bon, comme je le comprends bien, c'est quand même un monde de réseau. Il faut le comprendre bien comme il faut. Et comme tu dis, avoir une vue d'ensemble. Est-ce que tu as des choses à partager qui peuvent aider les personnes qui sont dedans ? J'étais au discours de Xavier Niel, là, il y a 2-3 jours. Oui. Et ça m'a fait rire parce que il disait, les gens pensent que je suis un sataniste, les gens pensent que je bois le sang des enfants. J'ai vu ta photo sur Insta. J'irai pas jusqu'à là. Il n'y a pas ça. Mais comme dans tous les pays du monde, la France est un pays de réseau. Alors, nous qui sommes des gens justes, on ne supporte pas parce qu'on veut que les mêmes lois soient faites pour tout le monde. Si toi, demain, tu as un enfant, tu veux qu'il démarre au même point de départ que tout le monde. Tu vois ? Mais si tu veux, c'est pas ça. Ces gens de réseau, c'est les enfants de telle et telle personne qui font HEC. C'est ces mêmes gens-là qui ont leurs potes qui sont à la tête des fonds d'investissement et qui vont te lever des millions pour ta start-up à la con parce que ta start-up, elle est bidon et que le mec qui n'a pas de réseau, il a une idée en or, mais personne n'ira lui donner sa chance. C'est du réseau. Mais j'ai envie de te dire, c'est dans tous les pays du monde. Et après, même dans les villes, t'as des notables entre eux dans les villes. Ouais. Donc, c'est des réseaux dans chaque ville qui sont ancrés depuis des années et des années. Ça ne changera jamais. Tu sais, on dit souvent, il y a l'avocat qui connaît la loi et celui qui connaît le juge. C'est partout pareil, dans le monde entier. Tu viens dans n'importe quel pays d'Afrique, essaye de devenir milliardaire dans un pays d'Afrique. On va
pas se mentir. Ouais, jamais. Mais tu feras rien. Je sais même pas s'ils vont te laisser devenir millionnaire. C'est entre eux aussi, c'est pareil, c'est le même système partout. Il y a celui qui dirige, il y a les amis, et quand tu regardes, dans chaque pays, je pense que la moitié des richesses du pays sont tenues par une poignée d'hommes. Ouais. Et c'est partout pareil. En France, 47% des... ça c'est quoi la stat? 47% de l'IMO a été détenu par, par une infime partie de la population française. 47%. Tu sais, tu as vu, je t'ai envoyé une vidéo de... Alors, comment il s'appelle de Jean d'Ormesson. Oui. Quand il disait, en fait, les milliardaires, ils ne sont pas forcément plus intelligents. Je ne pense pas qu'ils sont plus intelligents qu'un éboueur. Tu vois, je l'avais vu après, et je te l'avais dit, je te l'avais dit un moment dans un podcast. Oui. Parce que j'ai rencontré ces gens-là, j'en ai rencontré plein, j'ai eu la chance d'en rencontrer plein. C'est beaucoup le réseau. Il y a un moment où, oui, si toi, tu es dans une ville et tes meilleurs amis avec qui tu as étudié, c'est des décideurs de banque. Ouais. Dans l'époque précédente, parce qu'aujourd'hui, c'est en train de se resserrer. C'est pour ça que les gens travaillent avec les fonds. Mais tu n'as pas besoin d'être très intelligent pour devenir riche. Ton ami banquier va te financer tous les immeubles que tu veux. Ensuite, l'immobilier a augmenté. Il a fait en 30 ans x 10. C'est tout. Ce que tu as acheté à crédit pour 10 millions, 30 ans après, ça vaut 100 millions. Tu as démarré à 25 ans, à 50-50, tu as une fortune de 100 millions. Elle est où ton intelligence là-dedans? Tu as juste eu l'intelligence d'avoir des bons amis banquiers. Mais quelqu'un de riche, il va jamais avouer la vérité. Lui, dans sa tête, il va dire non, je suis milliardaire parce que je suis plus intelligent que tout le monde. Parce qu'il ne croit pas au mektoub, il ne croit pas au destin, il ne croit pas aux opportunités de la vie. D'accord? Il ne croit pas à tout ça. Qui t'envoie les opportunités? Ouais. Qui fait que tu vas rencontrer telle ou telle personne dans ta vie? Ça fait partie, nous qui sommes croyants, de ton tracé de vie. Moi, je vais te donner un cas de figure, et ça me concerne personnellement. Et on reparle encore du cas Quick. C'est un ami qui m'appelle, qui me dit « Hakim, il y a Quick à vendre, c'est pour toi. » Mais moi, dans ma tête, je me serais jamais dit « Je peux acheter une affaire à 230 millions. » Ça m'a même pas traversé l'esprit. Ouais. J'étais même pas en train de chercher cette affaire, en train de dire « Tiens, je vais l'acheter, non ?» Allô, Hakim, ouais, cette affaire, c'est pour toi. Une autre personne qui vient de parler sur LinkedIn, où je suis financier, faut qu'on se voit, on prend un café. J'ai entendu dire par telle personne que tu étais sur le dossier. Tu as besoin de temps, je peux t'avoir l'argent. Ces gens-là, ils sont venus d'où? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est l'opportunité. Quelqu'un qui achète une immense boîte qui le rend milliardaire, cette boîte, c'est quelqu'un qui lui en a parlé. D'accord? Et ensuite, il a eu la chance et l'opportunité d'avoir un financier qui est arrivé au même moment. Et boum, voilà, je suis milliardaire. Mais une fois qu'il est milliardaire, il va dire non, je suis le meilleur au monde. Je suis le meilleur au monde. Non, je pèse 10 milliards parce que je suis là-haut, personne ne peut me rejoindre. Tu vois? Mais non, mais il faut garder une certaine humilité et savoir que ces opportunités sont envoyées par quelqu'un. Complètement. C'est comme les rencontres de ta vie, c'est pareil. Complètement. Après, il faut aussi, au moment où tu as ces opportunités-là, les saisir. Bien sûr. Parce que tu en as plein, ils sont... Franchement, j'en connais plein. Ils ont des opportunités, même, je te parle clairement, dans ma famille, ils ont des opportunités, vraiment, je les regarde, je dis, moi, à ton âge, j'aimerais trop les avoir, ces opportunités-là. Et tu les saisis pas? Le destin, faut le déclencher. Ouais. Moi, je pars du principe où le Tout-Puissant amène des opportunités à tout le monde. Ouais. Parce qu'il est juste et égal. Après, tu as des gens qui dorment, tu as des pessimistes qui vont jamais saisir l'opportunité. Mais ça, tu sais, on peut pas leur en vouloir, Wissem, parce que dès leur jeune âge, il y a des gens, ils sont mis dans des cases. Dans des cases où ça sera des salariés toute leur vie. Tu sais, la théorie de Peter, elle est importante à prendre en compte. Moi, j'ai essayé tout au long de mon parcours à transformer des salariés en entrepreneurs. Il y en a peut-être 1% qui réussissent. Ils ont un mindset de salariés. Ils ont besoin d'un cadre. La plupart des gens, c'est comme ça. Ils ont besoin d'un cadre. Tu ne pourras pas les changer. Ils préfèrent 2 000 € par mois à vie que prendre un risque, même si c'est pour gagner 1 million d'euros par mois. Ils ne veulent pas. Ils ont besoin d'un cadre. Et ils sont heureux dans leur cadre. Ils se lèvent le matin, il est 6 heures, ils prennent le café avec les enfants, chacun va à son boulot, et ça va. Tu sais, à un moment, en fait, moi, je passe mon temps à regarder le comportement des humains. Tu vois, je prends du recul et je regarde et j'observe. Et je regarde.
Et en fait, tu apprends beaucoup de choses. Et j'en suis arrivé à un point où je me suis dit, plein de gens rêvent de devenir riches, mais très peu le veulent vraiment. Je donne un exemple. À un moment donné, j'avais acheté un yacht, mon premier bateau. Et en fait, tu vois, il y avait des amis, donc j'aurais fait monter. Ils m'ont dit, mais non, c'est trop gros là-dedans, on monte pas. C'est bizarre, pourquoi il y a ce bateau? Viens, on va faire du jet ski. Alors que quand ils passent devant les bateaux au port de Saint-Trope, ils rêvent d'en avoir un. Mais au fond d'eux, ils veulent pas vraiment de cette vie-là du milliardaire. C'est juste un rêve, c'est un kiff. C'est comme le type qui va gratter le ticket de loto. Tu sais même pas s'il assumera, s'il va gagner. Ouais. Juste, bon, aujourd'hui, j'ai bu mon café, j'ai gratté un ticket à 10 €. C'est comme le type qui est marié, qui ne trompera jamais sa femme, mais son rêve, c'est de coucher avec... C'est pareil. C'est pareil. Ouais. Tu vois, et ça, tu le comprends, pareil encore, avec le temps, en fait. Tu comprends, t'as eu plein de potes autour de toi qui te disent, oui, je veux devenir riche, je galère, j'en ai marre de mon taf et tout ça, ça me prend la tête, mais qui font rien. Le lendemain, ils retournent au taf, pareil. Tu vois, et dès que tu vas venir à ces potes-là, ces mêmes potes-là qui sont des rêveurs, tu vas leur dire, allez, venez, on va dans un garage à la Facebook, on va bosser, il faut sacrifier 1 an. Mais au bout de 4 jours, ils vont dire, non, mais je retourne au taf, attends, je vais pas avoir là mon salaire à la fin du mois, c'est trop compliqué, tu vois. Il n'y a plus personne après. Il n'y a plus personne. Donc, c'est un rêve, c'est une idéologie. Et c'est d'ailleurs ces gens-là, comme on en parlait, qui se font avoir à acheter des formations. C'est ces gens-là qui achètent des formations à la con. Non, je suis d'accord avec toi. Une formation. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et je ne sais même pas s'ils les ouvrent, les formations. Non. Est-ce qu'ils les ouvrent? Non, 80%, ils vont même pas jusqu'au bout du premier module. Quand vous achetez une formation, achetez des formations à des gens experts dans un métier pour aller quand même au bout du projet. Mais parce que c'est des rêveurs d'entrepreneurs. Ce n'est pas des entrepreneurs. C'est des rêveurs d'entrepreneurs. On n'est pas formé à devenir millionnaire ou milliardaire. C'est comme si je te disais, tiens, achète ma formation 4 000 €, tu vas jouer au foot comme Mbappé. Ben non. C'est un mode de vie pour être comme Mbappé. Et depuis le jeune âge. Et en fait, il faut acheter des formations qui vous sont vraiment utiles en réalité. C'est juste des gens qui se disent, en fait, tiens, j'ai acheté une formation aujourd'hui, dropshipping, pour avoir mon site en ligne. Donc, le soir, la femme ou le mari, il en parle avec son conjoint. T'as vu? Bah, c'est bien. Bah, vas-y, mets tes PMP, on regarde la télé. Le lendemain, ils retournent chacun au taf. Non, mais c'est vrai ou pas? C'est clair. Mais juste, et après, ils en parlent avec leurs amis. Exactement. Quand ils se boivent un verre au café et tout. T'as vu, j'ai acheté une formation. Moi, je me lance dans le business. Là. Alors qu'ils se lancent nulle part. Ils n'ont même pas fait le premier pas. Le business, c'est se prendre des coups tous les jours. Y a pas, ça n'existe pas. Tu deviens un multimillionnaire en lisant une formation de 10 pages. Ça n'existe pas. Elle peut t'aider, cette formation, mais après, c'est ton travail. C'est à toi de... Tu vois, c'est comme si je te dis, va à l'école, mais bosse pas à la maison. Mais sois le premier de la classe. C'est ça, c'est une formation, en fait, on te donne les clés. Les clés pour ouvrir des portes, mais si tu vas pas les ouvrir, elles s'ouvrent pas. Hein. Un entrepreneur, il peut te partager via des formations son expérience, son expertise, son savoir-faire. Tu vas gagner du temps et beaucoup d'argent. Oui. Mais après, il faut de la motivation et de la volonté. Il faut avoir envie. Tu sais, moi, j'investis dans des entreprises à travers le monde. Le plus dur, c'est pas trouver les entreprises autres, c'est trouver des gens que tu vas faire sortir du salariat et que tu vas leur dire, là, on va se défoncer ensemble, mais dans 3-4 ans, tu vas toucher X millions si ça marche. Donc, il y a un risque, mais il veut pas. Par contre, si ça marche pas, tu auras une vie de galère et tu gagneras moins que quand tu es salarié. En fait, faut bien comprendre. C'est un risque que tu prends sans connaître l'issue. Ça se trouve, ça va échouer. Personne ne connaît l'issue. Un entrepreneur, il doit se dire quoi? Et il l'a dit, Xavier Niel, j'ai beaucoup aimé, il a dit comment Free s'est fait. Bon, après, il a pas dit comment il a réussi à faire Free et que l'État lui donne le droit d'abonner les gens. C'est un autre sujet. Mais par contre, il dit, avec un groupe de potes, on faisait que tenter des business. Ça marchait pas. On coulait. Chaque business coulait jusqu'au jour où il y a eu Free. C'est ça un entrepreneur. Exactement. Un entrepreneur, c'est il tente plein de choses jusqu'au jour où l'étincelle elle prend et là il se dit j'ai l'idée du siècle. Tu vois, Simon Sinek a fait Mythique, pareil. Il a créé plein de boîtes, ça coule. Mythique. Et là ça prend. C'est comme ça en fin de compte. C'est comme je sais pas, tu fais des tirs au but, tu dans un match de foot, tu tentes jusqu'au moment où tu marques. C'est pareil. C'est de la persévérance au final. Persévérance, résilience, mode de vie. Mode de vie. Tu as 2 types d'entrepreneurs ou de personnes. Tu as le type, il est salarié, il va tenter
un business, ça marche pas, il revient salarié. T'as l'autre, il va se dire, le salariat, c'est pas pour moi. Si ça marche pas, je retente, même si je dors dehors. Niel, il disait un truc intéressant hier. Il disait, de toute façon, j'avais pas le choix. C'était soit j'étais au RSA, soit je crée ma boîte. Parce qu'il était hors de question d'être salarié. C'est un mindset. T'as vu, moi, j'ai presque jamais été salarié de ma vie. Mais demain, mon profil, en tout cas moi, je préfère dormir dehors, tu vois, et tenter un truc entrepreneurial, limite à vendre des bonbons dans la rue, qu'être salarié chez quelqu'un. Parce que c'est pas... Ce cadre-là m'intéresse pas. Ça fait pas partie de ma personnalité. Attendre le vendredi soir pour aller en week-end, c'est pas moi. Tu vois, je préfère vendre des beignets au bord de la plage. Ouais, c'est ta personnalité. Elle tu est vois ça, puis... Donc, il faut t'entourer de gens qui ont cette personnalité. Qui disent, et toutes les réussites qui sont faites, les belles réussites, c'est des gens comme ça. C'est pas des gens cadrés. Tu dois être un peu marginal. Ouais. Sinon, ça marche pas. Ce que j'aime bien dans le digital et sur Internet, c'est que tu peux te faire ce cercle-là, en fait. Il suffit de suivre tous les entrepreneurs à succès que tu connais, qui sont bons et qui vont te donner envie de faire des choses. Si toute la journée, ton feed d'actualité, que ce soit sur YouTube, Insta ou TikTok, c'est que des trucs sur l'entrepreneuriat, etc., c'est comme si tu avais une bande de potes dehors qui te parlaient d'entrepreneuriat et de business, etc. Exactement. Donc, ils ont de la chance, les jeunes, aujourd'hui, d'avoir Internet, en fait. Parce que moi, à mon époque... il y avait Internet, mais les réseaux sociaux, ils n'étaient pas comme ça. J'imagine même pas à ton époque. Autour de toi, c'était qui ? Tu avais des salariés, donc tu devais te battre en fait pour réfléchir comme un entrepreneur. Mais je pense que tu nais entrepreneur. Alors, il y a deux entrepreneurs. Ouais. Il y a celui qui naît entrepreneur et celui qui le devient. Ouais. Mais la plupart, je pense, c'est au fond d'eux. Tu sais, moi, tous les mecs que je connais qui sont salariés, qui ont voulu entreprendre, 95% sont revenus au salariat. 95%. Parce qu'il y a un truc qu'ils ne comprennent pas. Tu vas prendre un ingénieur qui touche 4 000. Sa boîte, il revient à la boîte à 8 000 avec les charges. Quand il va créer son entreprise, pour réussir déjà à prendre 4 000 net par mois, c'est déjà beaucoup de travail et de chiffre d'affaires. Ils ne s'en rendent pas compte, les gens. D'accord ? Et donc, en fin de compte, ils disent, mais en fait, je ne gagne pas le salaire que j'avais avant. J'entreprends, oui, je suis libre, mais je ne gagne pas. Tu vois ? Il faut qu'ils comprennent, ces gens-là, entreprendre et faire fonctionner les affaires, c'est tenter plusieurs fois. Tenter, retenter, tenter, jusqu'à ce que ça prenne ou pas. Mais au moins, tu auras tenté. Le jour où tu vas mourir, ton dernier souffle, tu dis, bah bon, j'ai tenté plein de fois de changer de vie, ça n'a pas marché, ça fait rien. Ouais. C'est pas obligé que ça marche, mais au moins, j'ai tenté. Bon, les amis, on a plein d'autres choses à vous dire, juste qu'on doit couper. Donc, ça sera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, nous, on va continuer, mais vous regarderez la prochaine vidéo sur la chaîne. Merci à tous, merci de nous suivre. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Inédit, là, ce qui se passe. Tu vas halluciner. Mais non, mais parce qu'on avait parlé de ça une fois dans un podcast. Les gens disent non, c'est pas possible. Je vais tout expliquer. Bonjour madame. Dites-moi, j'ai un problème avec ma SCI. J'ai eu une alerte. On m'a usurpé mes parts sociales. On m'a pris mes parts sociales. Et ils ont fait une AG. Ils ont repris la présidence. Et ma SCI, elle détient un immeuble qui vaut 10 millions d'euros. Que dois-je faire ? Il faut aller voir un avocat D'accord. Mais comment ça se fait que c'est aussi facile pour me prendre mes parts sociales et ma présidence ? En fait, ce qu'on comprend pas, c'est que dans les autres pays d'Europe, une cession part sociale doit se faire devant un notaire. Comment ça se fait que chez vous, tout le monde peut imiter nos signatures et faire ? Mais ça veut dire que je peux récupérer toute la place Bellecour et rue de la République à Lyon, alors ? Je suis choqué. Donc là, tu m'expliques qu'en une semaine, je peux devenir milliardaire. Allô ? Bonjour maître.